La Comatex, la Sonatam et la Société des terres cuites de Bamako, voilà 3 structures qui vont bientôt bénéficier de l'appui de l'État malien. Un contrat de performance vient d'être signé dans ce sens par le gouvernement. À la clé, il est attendu la création de beaucoup d'emplois. Le programme bilatéral annuel des forces armées maliennes et allemandes est en marche. Au cours d'un séminaire qui a débuté aujourd'hui, les 2 armées vont réfléchir sur le concept de leadership et de l'éducation civique. Les Maliens de France disent non au drame de l'immigration irrégulière. Ils se sont retrouvés pour dégager les stratégies à mettre en œuvre pour stopper cette hémorragie. Mardi 5 mai, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition du soir. Mais tout d'abord, la teneur de ce communiqué du gouvernement de la République du Mali qui informe l'opinion nationale et internationale que ce mardi 5 mai 2015, vers 5 heures du matin, des bandits armés ont attaqué la ville de Tenenkou, région de Mopti, portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Fidèles à leur mission républicaine de défense des populations et du territoire, les forces armées de sécurité du Mali ont riposté et repoussé les assaillants. Le bilan est le suivant. Côté Fama, 1 mort et 3 blessés. Côté ennemi, 10 morts et plusieurs blessés. D'importants matériels de guerre ont été saisis par les forces armées et de sécurité. Le gouvernement de la République du Mali prend à témoin la communauté internationale face à cette recrudescence de la violence provoquée par les forces ennemies de la paix. Le gouvernement de la République du Mali renouvelle son soutien aux forces armées et de sécurité dans leur mission de sécurisation des personnes et des biens et de défense du territoire face à ces actes terroristes. Et puis, l'association pour le développement du cercle de Tenenkou condamne avec la dernière rigueur cette forfaiture perpétrée par des ennemis de la paix dans notre pays. L'association rend un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité dont la riposte énergique a permis de repousser les velléités offensives de l'adversaire et de sécuriser les populations et leurs biens. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en audience aujourd'hui le chef d'état-major des armées de France, le général d'armée Pierre de Villiers, et le président de la République ont passé en revue la situation sécuritaire dans notre pays. Le général français apprécie le travail que les 2 armées mènent ensemble dans le nord du pays. Nous écoutons à sa sortie d'audience au micro de Daouda Sidiki Diarra. J'ai eu un entretien très intéressant. Nous avons échangé sur la situation sur le terrain, sur la qualité remarquable de notre coopération. J'entretiens des relations amicales et régulières avec mon ami, chef d'état-major de l'armée malienne. Et puis nous voyons régulièrement aussi dans le cadre des réunions du G5 Sahel. L'opération Barkhane est un vrai succès de coopération en partenariat avec l'armée malienne dans nos différentes opérations, que ce soit sur les frontières ou effectivement au nord du Mali. Je crois que les groupes armés terroristes sont combattus avec efficacité et j'apprécie tout particulièrement ce travail amical que nous menons ensemble avec les soldats maliens, nos amis de toujours et nos amis d'aujourd'hui et de demain. On en parlera encore dans cette édition, mais avant, ce message de félicitations du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à son homologue Faure Essouzina Gnassingbé, président de la République togolaise. Message ainsi libellé. Votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'heureuse occasion de vous adresser au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et à mon nom propre mes très vives et chaleureuses félicitations. La confiance renouvelée en votre Excellence est la consécration de votre inlassable combat pour l'avènement d'une nation solidaire et prospère. Elle est le témoignage éloquent des efforts que vous ne cessez de déployer pour l'instauration de la paix et de la stabilité dans votre pays. Je voudrais, en cette heureuse circonstance, vous renouveler ma constante disponibilité à œuvrer au renforcement des excellentes relations d'amitié et de coopération existant si heureusement entre nos 2 pays, en vous souhaitant plein succès dans
dans ce nouveau mandat. Je formule des vœux sincères pour votre bonheur personnel et pour la prospérité du peuple frère du Togo. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération, signé le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le Premier ministre a reçu en audience ce matin Michel Révérend de Menton, représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel. Avec lui, il a été question de l'accord de paix et de réconciliation, un accord qui sera signé le 15 mai ici à Bamako. Pour le représentant de l'Union européenne, son organisation mettra tout en œuvre pour la signature du document. Écoutons Michel Révérend de Menton au micro de Moussa Fani. Pour les partenaires européens, l'Union européenne, tous les pays européens, il est très important que cet accord soit signé et évidemment soit signé par toutes les parties. Voilà. Donc ces jours-ci, nous ne ménagerons aucun effort, ni du côté de l'Union européenne, ni du côté de tous les partenaires internationaux du Mali, j'en suis certain. Nous ne ménagerons aucun effort pour qu'on puisse parvenir à cette signature. L'accord, tout le monde l'a dit, n'est pas parfait. D'abord, il ouvre un processus et il ouvre notamment un grand dialogue au sein de la population malienne dans toutes ses composantes pour définir les conditions d'un équilibre durable dans la vie des différentes populations maliennes. Cet accord, c'est le meilleur accord qui était possible. Nous ferons tout pour que l'ensemble des acteurs comprennent cette nécessité de parvenir à la signature de tous les acteurs, de tous les interlocuteurs de ce processus. Un bon accord, c'est un accord qui est soutenu, qui est signé, qui est compris, qui est accepté. Il faut que pendant cette semaine, tout le monde se parle. Tout le monde se parle. Bon, dans les meilleures conditions pour parvenir à cet accord. Il ne s'agit pas de remettre en cause le texte de l'accord. L'accord, il est comme il est. Il apporte beaucoup de choses, c'est une très bonne étape et il permet de travailler longtemps, d'aller très loin dans sa mise en œuvre aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas de retoucher à cet accord. Il s'agit peut-être de répondre aux méfiances, aux craintes que les uns et les autres peuvent avoir. Je suis convaincu que tous les Maliens, tous les acteurs maliens profondément souhaitent cette paix. On vous le disait hier, le vérificateur général a remis ses rapports 2013-2014 au président de la République. On retiendra surtout que ces deux documents révèlent un manque à gagner de plus de 153 milliards de francs CFA. On fait le point avec Mohamed Diarra. Les fraudeurs de l'administration publique et privée dans le collimateur du vérificateur général. En moins de 5 ans, l'État malien a perdu plus de 153 milliards de francs CFA. La mauvaise gestion des finances publiques est à la base de cette énorme déperdition. Des chiffres révélés dans les rapports 2013 et 2014 du vérificateur général remis au président de la République. Le premier document fait ressortir un manque à gagner de 80,21 milliards de francs CFA contre 72,97 milliards de francs CFA dans le second. Pour le vérificateur général, il est temps de mettre un frein à l'impunité pour préserver les deniers publics. Cette présentation de la qualité de la gestion des deniers publics, qui n'est nullement caricaturale ou fantasmatique au vu des montants évoqués, devrait, dans le cadre d'une politique de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, déboucher pour chaque cas, à défaut d'un cumul parfaitement légal, sur au moins une des situations juridiques suivantes. Des sanctions administratives infligées par les autorités de tutelle, des amendes prononcées par les juridictions financières sur la base des infractions à la législation budgétaire et financière, et enfin des poursuites pénales par les procureurs compétents. Dorénavant, en plus des dénonciations des faits susceptibles de constituer des infractions pénales et en application de la loi l'instituant, le vérificateur général se propose de saisir la section des comptes de toutes les fautes commises relativement à la législation budgétaire et financière. Mais déjà, le vérificateur général s'est félicité de la bonne collaboration entre les autorités judiciaires et son bureau. Une collaboration qui a permis de verser près de 6 milliards de francs CFA au trésor public de 2011 à nos jours. Le président de la République, en recevant ses rapports, a salué et félicité le bureau du vérificateur général pour ce travail accompli en toute indépendance. Les auteurs de ces malversations financières doivent comprendre que rien ne sera comme avant, avertit le chef de l'État. Il y a des aspects scandaleux
dans la gestion des affaires publiques en République du Mali. L'appropriation personnelle de patrimoine de l'État devient une chose tellement banale que l'on n'y prête même presque plus attention. Quand ces faits sont révélés avec autant de pertinence, avec autant de clarté, je crois que le devoir de ceux en charge de sanctionner est clair à ce niveau-là, surtout lorsque, à notre tour, nous enjoignons de se faire. Parce que tout est là en réalité. L'arsenal est là. Il s'agit de s'y conformer, que l'on ne fait pas. Dès lors, il y a des rapages. Je suis étonné par les chiffres faramineux que vous avez indiqués, qui sont non pas des faits de fraude, de mauvaise gestion, de non-application de textes existants, de non-conformité par rapport à ce qui est indiqué comme pouvant incliner et conduire à la gestion correcte et orthodoxe de la chose publique. Ce volet-là, je pense, est très important. Parlant des solutions pour stopper cette mauvaise gestion des ressources publiques, le vérificateur général Amadou Ousmane Touré estime qu'il faudra rebâtir nos stratégies de lutte contre ces fléaux. L'opération de corruption est un montage actif, méthodique et bien calculé. Elle implique au moins 2 personnes, un corrupteur et un corrompu. Cependant, nous constatons qu'il y a une véritable asymétrie dans la présentation et la médiatisation des 2 acteurs. On oublie souvent le corrupteur, qui est pourtant la source du problème. Est-il besoin de rappeler, parce qu'étant de toute évidence, que derrière chaque corrompu se cache au moins un corrupteur? C'est pourquoi nous pensons que pour garantir un pilotage plus efficace de la politique de lutte contre la corruption, il convient de rebâtir nos stratégies et nos actions en maintenant certes toutes les mesures actuellement en vigueur, mais innover en braquant les projecteurs, les pleins feux sur les corrupteurs. Le chef de l'État, lui, n'exclut pas l'hypothèse des retours à nos valeurs culturelles. Pour lui, l'éthique et la morale doivent être le compagnon de tout un chacun. Il y a au niveau de notre société un changement général de comportement à observer. Tout n'est pas au niveau de la sphère publique dirigeante uniquement. C'est l'ensemble sociétal aujourd'hui qui est interpellé pour un changement profond de comportement, pour une éthique nouvelle. Personne individuellement ne peut avoir la prétention de réussir aujourd'hui à enrayer définitivement la corruption et tout ce qui y a trait dans ce pays si collectivement nous prenions conscience que chaque fois que nous posons un acte qui porte préjudice à autrui, aux voisins, on le fait d'abord à soi-même. Il s'agit d'un altéricide. Il s'agit d'un altéricide. C'est l'autre vous-même que vous tuez quelque part. Et il serait bon que nous revenions à une juste appréciation des choses et à une meilleure compréhension. Pas seulement ceux en charge de la chose publique, chacun de nous au niveau où il est interpellé. Le président de la République a véritablement sonné le tocsin de la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Sécurité, un séminaire sur le commandement interne de l'armée a débuté ce matin à l'école de maintien de la paix à Lune-Blandembey. La rencontre s'inscrit dans le cadre du programme bilatéral annuel des forces armées maliennes et allemandes au titre de l'année 2015. Il s'agira pour les 2 armées d'échanger autour du concept du leadership et de l'éducation civique. Compte rendu, Nouhoum Sissoko. Ce séminaire sur le commandement interne consacre le démarrage du programme bilatéral annuel entre l'Allemagne et le Mali. Une coopération militaire qui prévoit des voyages d'études dans les 2 pays afin de promouvoir les échanges interactifs. Des officiers maliens et allemands traiteront des sujets importants concernant structure et fonctionnement des forces armées au cours de 8 événements qui se tiendront en 2015 au Mali ainsi qu'en Allemagne. Il s'agit d'une compréhension approfondie des sujets comme le service de santé militaire en opération, logistique en opération et gestion et formation de personnel militaire. Au cours de cette première activité, les responsables militaires vont plancher sur les préoccupations d'une armée d'un État démocratique et d'une armée engagée dans un processus de réforme. La
approfondir des échanges, des expériences sur beaucoup de sujets d'une armée moderne. Question de surveillance par le Parlement, relation du travail professionnel avec la vie familiale, les lois disciplinaires, ce sont tous et d'autres sujets, ce sont tous des sujets qui sont importants à la fois pour la performance efficace d'une armée. Pour le ministre de la Défense et des anciens combattants, cette opportunité doit permettre le recueil d'enseignements et de partage d'expériences entre l'armée malienne et la Bundeswehr. Ce nouveau programme qui est lancé par la Bundeswehr est un programme de coopération militaire innovant. L'armée que nous voulons bâtir est une armée de paix, parce que le Mali est un pays qui a été, qui demeure un pays de paix. Et c'est pour ça qu'il est essentiel que cette armée se raffermisse, se modernise. Le séminaire dure 3 jours et regroupe une trentaine d'officiers composés de directeurs des ressources humaines, les chefs de corps et les directeurs d'écoles militaires ainsi que les experts allemands du centre de formation de la Bundeswehr. Les réseaux Andi Action, Développement et Perspective exhortent le gouvernement et la communauté internationale à tout mettre en œuvre pour que les forces armées de sécurité nationale et internationale opérant sur le territoire malien assurent la protection et la sécurité des populations urbaines et rurales dans les zones couvertes afin donc de permettre le redéploiement de l'administration, le retour des populations déplacées et réfugiées. Suite à l'attaque de l'Éré par les groupes armés, une patrouille des forces armées de sécurité du Mali, conduite par le commandant de la zone de défense numéro 2, s'est rendue dans la dite localité. L'objectif était de renforcer les dispositifs sécuritaires et sensibiliser les populations. Reportage Mohamed Bouakoulibaly avec la voix de Fousseini Samaki. En violation des accords de cessez-le-feu signés à Kidal, les groupes armés ont attaqué les dispositifs des FAMA à l'Éré le 30 avril dernier. La riposte ne s'est pas fait attendre. Mise en déroute par les éléments du lieutenant Siaka Koumaré, les assaillants ont abandonné sur le terrain des armes et véhicules. Ce que nous allons dire à l'ensemble de la population de l'Éré de façon particulière et de façon générale au peuple du Mali, les FAMA resteront toujours à la paix de l'Éré envers l'intégrité territoriale du Mali et ça ne fera pas faille. Ça, on peut vous donner l'assurance de cela. Nous restons derrière le cessez-le-feu. Et ce qui est sûr, on est attaqué. Nous allons réagir promptement et avec la plus grande vigueur. Actuellement, les populations vaguent librement à leur activité à l'Éré. Pour rassurer les populations et renforcer les dispositifs sécuritaires dans la zone, une patrouille conduite par le commandant de la zone de défense numéro 2 s'est rendue à l'Éré. Après ratissage du secteur par les GTA Balanzan, le colonel-major Takni s'est entretenu avec les responsables locaux. Sinon, l'armée malienne respecte toujours des accords d'Alger. Il n'a étonné, tous les accords ils sont faits. Il agresse l'armée malienne à leur place à de base. Les populations se disent non seulement rassurées par les ripostes énergiques des FAMA, mais aussi et surtout des propos rassurants des responsables militaires. Ils ont trouvé qu'il y a des hommes qui peuvent sécuriser leur village et leur terre. Maintenant, nous, on mange bien, on dort bien, parce que l'armée est là. Nos FAMA, selon leurs responsables, sont déterminés à sécuriser les personnes et leurs biens dans la légalité. L'association des ressortissants de l'Éré à Bamako condamne fermement l'attaque dont a fait l'objet la localité de l'Éré le mercredi 29 avril par les éléments du MNLA et alliés. L'association donc soutient l'armée, la vaillante armée du Mali qui a mis en déroute les assaillants. L'association soutient sans faille le projet d'accord qui sera signé le 15 mai. En 5e région, la tombe de Sékou Ahmadou, fondateur de l'Empire Peul du Massina et guide spirituel de la Dina, a fait l'objet d'une profanation hier soir à Amdalaï, dans la commune rurale de Sio. C'était à la suite d'une explosion perpétrée par les islamistes qui se réclameraient des groupes djihadistes. Informé de cet acte criminel et barbare, le gouverneur de région s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Reportage Yacouba Maïga. C'est aux environs de 20h30 la nuit dernière qu'une détonation sème la panique au sein des populations de la périphérie de la cité historique et religieuse d'Amdalaï, située à environ 33 km de Mopti.
L'explosion en question a visé le mausolée où repose Sékou Amadou, fondateur de l'Empire Peul du Massina, son fils et successeur Amadou Sékou, ainsi que son conseiller Alpha Nountaïrou. La déflagration a sérieusement endommagé le bâtiment sans faire de blessés ni de pertes en vie humaine. Pour ce qui concerne les auteurs de cet acte terroriste, il reste introuvable. Mais une correspondance affichée par eux sur le portail de la mosquée de la cité établit clairement leurs liens avec les groupes islamistes. Nous avons donc une idée claire de ce qui peut être derrière ce crime. Mais qu'à cela le tienne, nous allons passer par les voies légales pour les rechercher. Je profite de cette occasion pour demander encore aux populations de la région beaucoup plus de vigilance, beaucoup plus de solidarité. Cet acte terroriste intervient à un moment où la communauté musulmane de la Kadria s'apprête à organiser dans quelques jours la traditionnelle prière collective de Hamdallahi en faveur de la paix et de la cohésion sociale au Mali. Et puis, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme a le regret de porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale de l'attaque perpétrée sur le mausolée de Sékou Ahmadou à Hamdallahi. Le mausolée de Sékou Ahmadou, bien culturel classé au patrimoine national du Mali. Cette agression barbare et ignoble que rien ne peut justifier est l'œuvre d'individus sans foi ni loi qui n'ont d'autre dessein que la perturbation de la quiétude de nos populations et la destruction gratuite de notre patrimoine culturel. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme condamne avec la dernière rigueur cet acte crapuleux et obscurantiste, invite les communautés à la vigilance. Au nom du gouvernement, le ministre exprime sa solidarité aux populations de Hamdallahi, réaffirme sa détermination à tout mettre en œuvre pour sauvegarder et protéger le patrimoine culturel national. Un nouveau souffle certainement pour les entreprises industrielles en difficulté. Le gouvernement vient de signer un contrat de performance avec la Comatex, la Sonatam et la Société des Terres Cuites de Bamako. Le gouvernement s'engage à les accompagner dans leur restructuration et leur mise en niveau. Et donc, en retour, les entreprises doivent créer de nouveaux emplois et améliorer leur production et productivité. Compte rendu, Nyanya Aliou Traoré. Une véritable convivialité régnait en ce jour dans la salle de conférence du ministère de l'Industrie et du Commerce. Pour cause, le ministre vient de donner un regain d'espoir à 3 entreprises de la place. Il s'agit de la Comatex, de la Sonatam et de la Société des Terres Cuites de Bamako, TCBSA. Ces sociétés en difficulté viennent de bénéficier d'une aide conséquente de l'État et ceci pour plusieurs raisons. Les principales difficultés auxquelles font face nos unités industrielles sont entre autres l'insuffisance des infrastructures de base, la faiblesse de l'offre de financement du secteur industriel, le coût élevé des facteurs de production, l'insuffisance de ressources humaines qualifiées, la faible qualité de la gouvernance d'entreprise et la vétusté des équipements et matériels de production. Face à ce chapelet de difficultés, poursuivra le ministre, il était nécessaire pour les autorités d'intervenir. Abdelkarim Konaté de rappeler le rôle prépondérant joué par les industries dans le développement de l'économie. La signature donc de ces contrats de performance entre le gouvernement et ces 3 unités industrielles est l'illustration parfaite de cette démarche. 3 critères ont prévalu pour la sélection des entreprises industrielles concernées, à savoir leur caractère stratégique pour l'économie nationale, le nombre d'employés utilisés par ces entreprises et leur capacité à se relancer. Les solutions proposées par le contrat de performance mettent en exergue des mesures d'éthique et d'amélioration de la gouvernance, en ce sens que l'entreprise signataire ne pourra utiliser les avantages qui lui sont accordés que pour réaliser des investissements directement liés à l'amélioration de sa productivité ou à l'amélioration de la qualité de ses produits. Le symbole aujourd'hui de la reprise des contrats de performance, c'est un grand message. Vous avez 3 unités qui ont signé, 2 ce sont des renouvellements, 1 c'est un premier contrat. Ça vous montre d'abord que l'État s'inscrit dans la continuité de soutenir ces unités industrielles et deuxièmement dans l'élargissement. Il faut voir aussi que c'est un message très très fort à l'attention du secteur privé pour qu'ils comprennent que vraiment, même si c'est difficile d'investir dans l'industrie, l'État pourra et a montré par cette action que l'État ne vous abandonne pas. Notons que les engagements portent côté gouvernement, entre autres, sur les actions de lutte contre la fraude et les avantages fiscaux.
Côté unité industrielle, ils sont relatifs à la réalisation de nouveaux investissements et l'accroissement des exportations. Le ministre Konaté n'a pas aussi manqué de rappeler la promesse présidentielle des 200 000 emplois par an. Pour lui, ce secteur de l'industrie est incontournable pour tenir cette promesse, car grand pourvoyeur d'emplois. La première dame Keïta Aminata Maïga est arrivée cet après-midi à Brazzaville, au Congo, sur invitation de la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso. Avec plusieurs de ses sœurs, Keïta Aminata Maïga prendra part aux festivités marquant les 30 ans de la Fondation Congo Assistance. Au programme, inauguration du centre en faveur des drépanocytaires, des communications sur les centres de référence avec, par exemple, autre expérience au Mali, le point avec Ndeye Sissoko et Dembawan. La première dame, Keïta Aminata Maïga, est en visite d'amitié depuis ce mardi à Brazzaville au Congo, sur invitation de la première dame, Antoinette Sassou Nguesso. C'est aux environs de 14h GMT que Keïta Aminata Maïga, accompagnée de sa sœur de la Guinée-Conakry, Adja Condé Djiné-Kaba, a foulé le sol du tarmac de l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville. Elles ont été accueillies par la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, avec toutes les considérations. Keïta Aminata Maïga prendra part aux côtés de plusieurs de ses sœurs premières dames aux commémorations du trentenaire de la Fondation Congo Assistance. L'un des moments forts de l'arrivée de Mme Keïta Aminata Maïga a été sans conteste l'accueil chaleureux que lui ont réservé les membres de la communauté malienne vivant au Congo. Heureux de voir leur première dame, ces derniers ont tenu à lui manifester leur attachement. Au programme des festivités marquant les 30 ans de la Fondation Congo Assistance. Mercredi et jeudi, Keïta Aminata Maïga et ses sœurs inaugureront le Centre national de la drépanocytose. Elles découvriront toutes les actions entreprises par la Fondation et prendront part à des communications sur la gestion des centres de référence, avec par exemple l'expérience du Mali, de la France et de la Jamaïque. Depuis le 7 mai 1984, la Fondation de la Première Dame du Congo est au service des plus démunis. C'est une organisation non gouvernementale qui a pour objet de promouvoir l'action sociale dans les domaines de la santé, du développement, de l'éducation et de la formation professionnelle, entre autres. Création d'emplois, on en parle encore. Le ministre de l'Emploi et de la Jeunesse et de la Construction citoyenne a animé cet après-midi une conférence de presse sur le thème de la création d'emplois durant la période de janvier à mars 2015. Durant cette période, plus de 6 000 emplois ont été créés suite à un contrat de travail. Mahamadou Doumbia, compte rendu. Pour le respect d'une tradition déjà établie chaque trimestre par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, la conférence initiée pour la circonstance a fait ressortir la création de 6 065 emplois suite à des contrats. Au compte du premier trimestre 2015, nous avons enregistré 6 065 emplois formels. Sur ces 6 065 emplois formels, 78,24% sont occupés par des hommes et le reste revient aux femmes. Quelle est la politique enclenchée par le département en charge de l'emploi pour atteindre un tel score en matière de création d'emplois? Pour ce qui concerne les nationaux, on va au niveau des directions régionales du travail pour collecter les informations. Si c'est dans le cadre juridique, on va au niveau des services spécialisés en la matière. Si c'est au niveau des collectivités aussi, on va au niveau de la collectivité, les militaires, etc. Donc ce sont nos sources d'informations par rapport à ces choses-là. Donc il y a les efforts que nous fournissons. Il y a aussi la loi du marché qui fait que lorsqu'il y a des investissements, il y a aussi de l'emploi qui est créé. Comment faire pour maintenir un tel score afin de respecter la création des 200 000 emplois promis par le président de la République? Notre objectif, ce n'est pas de maintenir. Notre objectif, c'est de dépasser ce que nous avons pu atteindre. Et pour cela, il y a des initiatives qui sont en cours, et notamment notre projet FIER, formation, insertion et entrepreneuriat des jeunes ruraux. Ces projets nous permettent d'aller en milieu rural, trouver des jeunes qui ne sont pas forcément des jeunes diplômés, qui ne sont pas forcément des jeunes scolarisés,
que nous allons former, que nous allons encadrer, que nous allons financer pour leur créer des emplois durables. Aujourd'hui, par désespoir, des centaines de jeunes Maliens tentent des aventures qui finissent dans la Méditerranée. Comment faire pour les décourager à entreprendre de telles mésaventures? Moi, je lance un appel à la jeunesse du Mali pour avoir confiance dans ce pays-là, pour savoir qu'il y a un potentiel énorme ici, que nous pouvons exploiter ensemble, que les gens acceptent encore une fois d'aller vers la terre, parce que la terre ne ment pas, et elle va nous permettre vraiment de créer des centaines d'emplois pour les jeunes du Mali. Le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Reconstruction du Nord a quitté hier Bamako. Il est porteur de message du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à ses homologues de la République islamique de Mauritanie, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Les acteurs du transport aérien sont en conclave ici à Bamako. Ils vont mener des réflexions sur certaines questions dans le but d'améliorer la qualité des services aériens. Daouda Sidiki Diarra, compte rendu. Cette rencontre permet de passer en revue bon nombre de sujets importants qui relèvent du quotidien, notamment dans les domaines de la sécurité, de la sûreté, de la réglementation, de la facilitation, plus spécifiquement du droit des passagers. Il s'agit là pour moi d'une part de contribuer à améliorer la qualité de vie de tous les passagers partant ou arrivant au Mali et aussi d'assurer la mise en œuvre des décisions et recommandations pour que ce secteur stratégique en pleine expansion soit digne de ce que nous sommes tous fiers d'avoir au Mali. D'autre part, il s'agit de réfléchir à une forme plus appropriée et pérenne de dialogue et de travail d'échange en réseau avec vous. En tant que secteur clé de l'économie malienne, une synergie d'action est indispensable au développement harmonieux du transport aérien. Dans les prochains mois, nous allons aussi nous atteler à chercher des partenaires pour la mise en place d'une compagnie aérienne sous-régionale et ou nationale. Nous allons revisiter nos accords aériens et désigner ou faire des alliances avec des compagnies aériennes qui exploitent le Mali pour servir d'autres destinations. Le ministre assure que la mise en œuvre des recommandations issues de cette rencontre fera l'objet d'un suivi rigoureux par son département. Oui, après les réseaux aériens, maintenant le réseau terrestre, plus d'1 milliard de francs CFA pour réhabiliter le réseau routier de la région de Sikasso. Les travaux qui dureront 8 mois ont été lancés hier dans le quartier de Sanobougou 1. Sekou Konaté, reportage. Ces actes et ces paroles fortes montrent le véritable engouement de la jeunesse malienne d'aller à la paix. Elle a parfaitement compris son bien fondé, d'où son implication à tous les niveaux de prise de décision. Nous sommes derrière notre État, donc même s'il y a des doutes, on sait qu'il n'y a pas toujours des accords parfaits. Donc comme nous soutenons notre État, nous sommes en train de soutenir l'accord. C'est justement cette préoccupation qui est prise en compte au cours de cette journée d'échange. Tout le Mali, à travers sa jeunesse et à Bamako, pour s'approprier le contenu de l'accord parafé le 1er mars dernier à Alger. Cette rencontre de restitution, je la trouve d'une importance très capitale pour les populations parce qu'elle peut permettre l'adhésion de l'ensemble de la population malienne à l'accord, ce qui n'est pas du tout à négliger. Avant même le début des échanges, les uns et les autres ont été rassurés et pas par n'importe qui. Le nord du Mali n'est pas pour ce document la référence capitale. Elle est la référence qui devait servir et qui doit servir pour refonder le Mali, mais un Mali qui couvre l'ensemble des régions. Et le président du Conseil national de la jeunesse d'ajouter que la paix est un comportement que nous devons cultiver constamment. Notre place, c'est le Mali tout entier, de Kay à Kidal. Notre place, c'est notre conscience de patriotes convaincus que nous n'avons rien de mieux à faire que de nous battre pour le bonheur des nôtres. Aussi, nous sentons-nous investis au plus profond de notre âme d'une mission des plus nobles, soutenir, même au-delà de nos forces, toute initiative ou toute activité de nature à apporter, tant soit peu, du bonheur à nos concitoyens. J'espère que cette activité puisse vous permettre de vulgariser le contenu du document paraphé issu des pourparlers d'Alger et assurer ainsi l'adhésion de l'ensemble de la jeunesse malienne.
Cette journée d'échange sur le contenu de l'accord paraphé est une initiative du Conseil national de la jeunesse en collaboration avec le gouvernement malien, la MINUSMA et l'Union africaine. À la fin de ces échanges, une série d'activités locales de sensibilisation seront menées sur le contenu de l'accord paraphé. Voilà, vous l'avez certainement compris, ce sont les jeunes du Mali qui s'approprient l'accord paraphé à Alger avant sa signature. L'exercice est une initiative du Conseil national de la jeunesse. Pour cette rencontre, les délégués sont venus de l'intérieur du pays et du district de Bamako. Les experts de la médiation édifieront les participants qui, à leur tour, feront de même une fois de retour dans leurs localités respectives. Et c'était un reportage de Aïssata Ibrahim Maïga. Le parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance SADI a animé ce matin une conférence de presse, occasion pour les responsables du SADI de faire part à la presse de leur position par rapport aux accords d'Alger. Isaac Tienou, compte rendu. Il s'agit pour le Parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance SADI, à travers cette conférence de presse, de donner sa position par rapport aux accords en cours. Pour le SADI, la seule façon pour le retour à la paix au Mali passe par le retour à nos valeurs culturelles. Pour nous, à notre sens, nous avons une nation à construire et la manière dont la nation doit se construire, c'est l'engagement de chacun dans ce qu'il sait faire. Le SADI se propose d'aller à la rencontre de la coordination des mouvements armés dans les jours à venir. Des correspondances avec ampliation au président de la République ont déjà été envoyées au dire des responsables du parti. Les questions des journalistes ont permis aux conférenciers de donner d'amples informations sur sa position étant de la majorité et sur la vie de son parti. Des centaines de fidèles musulmans de Gao se sont retrouvés à la mosquée du tombeau des Askia hier. Objectif, prier pour que le paraphe de l'accord d'Alger se passe bien le 15 mai. Nous retrouvons le compte rendu de Drissa Kone. Si le mois de Rajab est l'un des mois les plus importants des mois lunaires, le 15e jour a encore une vertu spéciale. Vu cet aspect légendaire, ce lundi 4 mai a été mis à profit par les fidèles musulmans de Gao pour demander la clémence de Dieu afin que le 15 mai prévu pour la signature de l'accord d'Alger soit un jour mémorable après la position des signataires. C'est le jour où, c'est-à-dire en islam, on a constaté que tout ce qu'on a prédit auprès de Dieu, il va vous accorder ça. C'est pour cela que nous avons choisi ce 15e jour pour organiser cette grande bénédiction. L'objet de la journée d'aujourd'hui, c'est de faire des bénédictions. D'abord, pour commencer, pour toute la nation, pour que la signature du 15 mai soit. Deuxièmement aussi, c'est pour que le Mali se retrouve dans la réconciliation, la cohésion sociale, qui aboutiront forcément par un développement. Et c'est aussi pour faire des condoléances pour tous les Maliens morts dans ce problème depuis 2012 et souhaiter en même temps prompt rétablissement aux blessés. Déjà le matin, tous les marabouts de la cité des Askia s'étaient retrouvés pour une lecture du Saint-Coran, ce qui a permis d'inviter les élus locaux, les leaders d'opinion, les femmes, bref, des centaines de musulmans à la grande prière suivie de la Fatiha au pied de ce monument historique qu'est le tombeau des Askia aux environs de 16 heures. La communauté musulmane de la 7e région a bon espoir quant à l'aboutissement de nos efforts dans la paix le 15 mai prochain. Autre grand titre de cette édition, les Maliens de France disent stop au drame de l'immigration irrégulière. Réunis à Paris, les ressortissants de la région d'Ekaï, région dont sont originaires les victimes du naufrage du mois dernier, ont décidé de mettre un frein au financement de la traversée de la Méditerranée. Les représentants des différentes communes ont pris l'engagement d'œuvrer pour le développement local afin que les jeunes puissent rester sur place. On retrouve le compte-rendu de Makamfin Konaté. Sur les 184 victimes officiellement annoncées, 184 sont ressortissants de la région de Caï, dont plus de 100 pour le seul cercle de Bafoulabé. Pour les parents en France, c'en est de trop. Ils ont donc dit stop, ça ne peut plus continuer. Un appel pressant a été lancé aux familles en France d'arrêter de financer le suicide de leur progéniture et de compromettre ainsi l'avenir des villages entiers dans la région de Caï. À quoi sert d'envoyer ceux qui doivent assurer notre relève de demain, de les envoyer à la mort? Car le désert, c'est le mouroir. L'océan,
5 mouroirs. Donc nous savons que ces destinations-là sont des mouroirs sûrs pour les personnes qui y vont. La solution à cette saignée meurtrière au profit de l'Occident résiderait dans le développement accéléré des régions d'origine des candidats à l'immigration clandestine. Ce n'est ni le potentiel ni les opportunités qui manquent, affirme le secrétaire général du Haut Conseil des Maliens de France. Il faut une large sensibilisation autour de l'immigration aujourd'hui. La plupart des fonds qui sont envoyés, c'est des fonds qui à ces jeunes-là, c'est des fonds qui viennent de la France. Et nous sommes en train aussi de sensibiliser les gens dans les foyers, dans les appartements, pour les alerter sur le suicide collectif aujourd'hui de ces jeunes Maliens entre la Libye et l'Italie. À l'ouverture de la rencontre, le consul général du Mali à Paris, Mangal Traoré, a fait observer une minute de silence à la mémoire des naufragés de la Méditerranée. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat porte à la connaissance des postulants aux logements sociaux du programme des 1552 réalisé en Tabakoro que le dépôt des dossiers de candidature se déroulera du lundi 11 mai au dimanche 31 mai 2015 à partir de 18h. Les candidats peuvent déposer les dossiers tous les jours dans les 5 centres retenus à cet effet. Il s'agit donc de la mairie de la commune 1, mairie commune 2, direction générale de l'OAMH à Dakar, à Dar es Salaam, mairie de la commune 5, annexe OMH d'Alos, située dans la cité des 759 logements à Yirimadio. Le programme d'appui aux organisations de la société civile a lancé sa nouvelle phase d'appel à la proposition pour financer les activités des associations des communes et cercles du Mali. Cet appel à la proposition, donc à proposition numéro 3, est estimé à 1 milliard de francs CFA, compte rendu Mariam Sagara. Plusieurs organisations de la société civile étaient présentes pour l'appel à proposition numéro 3 du PAOS 2, programme d'appui aux organisations de la société civile. Doté d'une enveloppe financière de près de 10 milliards de francs, le programme est actuellement à mi-parcours d'exécution. Ces premiers résultats opérationnels montrent que le renforcement des capacités a bénéficié à près de 500 OSC sur l'ensemble du territoire. Ce fonds, qui concerne beaucoup de domaines, s'élève à 1 milliard de francs CFA et est réparti à toutes les régions du Mali. Et chacune des 8 régions a une enveloppe de 110 millions de francs CFA. Je pense que l'ensemble des organisations de base qui sont concernées par cet appel à proposition pourront trouver leur compte. Il s'agit alors de faire en sorte que la société civile puisse jouer pleinement un rôle d'arbitre, puisse jouer pleinement un rôle d'acteur, que la société civile soit très active par rapport à l'amélioration qualitative des programmes qui sont destinés à nos populations. Le PAOS, qui est à sa deuxième phase, fixe cette fois son objectif initial. Cet objectif est le renforcement des capacités des organisations. Il est financé par 5 pays du Nord. Plus d'1 milliard de francs CFA pour réhabiliter les réseaux routiers de la région de Sikasso. Les travaux qui dureront 8 mois ont été lancés dans le quartier de Sanobougou 1, compte rendu Sékou Konaté. C'est ce premier coup de lame du chef de l'exécutif régional que donne le coup d'envoi des travaux d'entretien routier en région de Sikasso. Initiée par le ministère de l'Équipement et des Transports à travers la Géroute, cette opération concernera tous les grands axes de la région de Sikasso en état de dégradation avancée. Les travaux portent essentiellement sur la reprise du revêtement, le changement des apportements, les points à temps, la reconstruction des chaussées, le débroussaillement, le curage des ouvrages d'art. Ainsi, plus d'1 milliard de francs CFA seront investis. 3 entreprises nationales sont retenues pour l'exécution. Les délais d'exécution sont déjà garantis par l'acte d'engagement. Maintenant, le problème, c'est l'appui des populations. Une opération de réhabilitation du réseau routier que la région de Sikasso salue, parce que région Carrefour, mais aussi de transport par excellence. C'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour les chantiers de désenclavement réalisés, notamment les routes Sikasso-Heremakono, la Reine 12 Maou, dans le cercle de Yorosso,
et celles dont les études techniques sont avancées, à savoir les routes Zantibou, Kadiana, Tengerla, Sikasso, Zegwa, Katele, Kadjolo, Zegwa et la traversée de la ville de Sikasso. À celle-ci, il faut ajouter la construction prochaine du pont de Koro sur l'axe Sikasso-Koutiala. Tolérance et prudence sont demandées aux usagers pour la bonne exécution des travaux. La dédicace de la Bible en Bomou a eu lieu ce week-end à Sanekui, dans le cercle de Tomignan. La traduction du document a duré 25 ans. Voici le compte-rendu de notre envoyé spécial, Isaac Tchenou. Les chrétiens protestants du Boitou et d'ailleurs ont convergé vers Sanekui dans le cercle de Tomignan ce samedi. Pour cause, la dédicace de la Bible en Bomou. Une traduction voulue par la Fédération des églises de la zone pour permettre au peuple du Boitou de mieux s'imprégner des Saintes Écritures. Ça contribue non seulement à l'édification des chrétiens, et ça permet aux chrétiens de comprendre ce qu'ils lisent dans les autres langues étrangères. Maintenant, quand tu la lis dans ta propre langue, tu la comprends mieux, tu l'assimiles mieux et tu peux mieux la pratiquer. L'occasion a été propice pour les chrétiens de remercier le Seigneur à travers louanges. Le représentant des ministres de l'Éducation nationale a exhorté les responsables chrétiens du Boitou à vulgariser davantage l'alphabétisation avant que le ministre des Affaires religieuses et du culte n'exhorte les utilisateurs à s'en approprier. Au-delà du caractère religieux de l'événement, il s'agit pour nous d'une promotion de nos langues, c'est-à-dire la langue Bomou. Car traduire une langue, c'est de mener des recherches linguistiques, c'est de faire des recherches terminologiques, c'est d'enrichir la langue. La traduction en langue bois de la Bible est la meilleure appropriation de la foi par le croyant. Il est normal qu'aujourd'hui la Bible soit traduite au-delà de la Bible, l'ensemble des livres religieux, au-delà de la langue bois, l'ensemble de nos langues nationales, pour que nous comprenions mieux la bonne nouvelle, la parole de Dieu. La traduction de la Bible en Bomou a duré 25 ans. À Baraweli, un nouveau projet dénommé Projet Nutrition vient d'être lancé. Il vise à lutter contre la malnutrition aiguë chez les enfants et femmes enceintes ou allaitantes à partir des aliments à base de nos produits locaux accessibles aux populations rurales. Compte rendu, Fousseini Samake. Ces nouveaux projets nutrition ainsi lancés à Baraweli visent à démystifier la malnutrition aiguë chez les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes à partir d'une alimentation basée sur nos produits locaux disponibles et accessibles aux populations. Il est le fruit d'un partenariat entre la Croix-Rouge malienne, l'UNICEF et la Croix-Rouge belge. Les relais et comités villageois de santé mis en place organiseront des séances de sensibilisation et causeries éducatives, les dépistages et prise en charge des enfants malnutris. La démystification de la malnutrition et rendre accessibles les différentes stratégies mises en œuvre par les CVS sous la supervision des agents du projet afin de prévenir la malnutrition aiguë et les cas échéants, prendre en charge ceux qui en souffrent déjà. Valorisons nos connaissances en nutrition pour faire reculer la malnutrition dans notre district sanitaire, capable de promouvoir et de répondre aux défis du développement humain durable. Les responsables locaux ont invité les bénéficiaires à une appropriation de cette initiative qui s'inscrit dans la politique sanitaire du Mali. Tous nos produits locaux peuvent être valorisés et peuvent être quand même d'une certaine vitalité essentielle pour la population. Autre temps fort de ce lancement ont été des sketchs sur la malnutrition et des séances de démonstration culinaire à partir de nos produits alimentaires locaux accessibles et disponibles. Après donc, à suivre après ce journal, l'intégralité de la cérémonie d'ouverture de la session du Haut Conseil des collectivités, c'était hier sous la présidence du Premier ministre. C'est la fin de ce journal. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Autre rendez-vous sur notre chaîne demain 10h-13h, une présentation de Amara Marie Diallo. Sur le Prêt-à-Dieu, je vous retrouve pour les éditions du soir. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.